Cette vidéo vous présente une nouvelle façon de déployer Windows Server au travers de Nano Server. Nous allons voir notamment dans cette vidéo qu'est-ce que Nano Server, les avantages de Nano Server. Nous allons voir plusieurs statistiques qui permettent de comparer Windows Server avec interface graphique, sans interface graphique et Nano Server, notamment pour les mises à jour et redémarrage requis, pour les comparatifs système, en termes d'utilisation de ressources, en termes d'empreintes sur disque et le temps de mise en route. Et enfin, nous allons voir les packages disponibles sur Nano Server et comment gérer Nano Server. Qu'est-ce que Nano Server ? Actuellement, avec Windows Server 2016, il y a 3 modèles de déploiement. Il y a le modèle de déploiement avec l'interface graphique complète, donc appelé Desktop Experience. Sur ce type d'OS, on va pouvoir installer n'importe quel type d'application tierce et on va pouvoir avoir une expérience RDS, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un bureau. Ensuite, on a le serveur de type Core, qui est plutôt dédié pour les environnements hautement disponibles, donc à haute densité, notamment comme les environnements Hyper-V ou les environnements de stockage que nous verrons plus tard dans cette formation. Sur ce type de déploiement, il n'y a pas d'interface graphique. Vous arrivez directement sur un prompt en commande. Vous pouvez lancer du PowerShell. Vous pouvez installer des applications telles que SQL Server. Vous pouvez installer différents services, quasiment même tous les services de Windows Server excepté par exemple la Remote Desktop Gateway. Enfin voilà, c'est un serveur qui est réduit, qui n'a pas d'interface graphique. On va réduire la surface d'attaque et on va pouvoir avoir plus de ressources allouées pour les services. Et enfin, en plus petit encore, nous avons Nano Server, qui est un système où on ne peut pas installer les applications que l'on souhaite. C'est un système qui est basé sur des packages. Vous avez un nombre de packages limité et vous choisissez quel package vous voulez installer. Nano Server est un système d'exploitation qui est en 64 bits. Il n'y a pas d'héritage du 32 bits. La densité de consolidation est plus importante puisque l'empreinte de l'OS est plus réduite, notamment en termes de consommation CPU de RAM et de consommation de stockage. La surface d'attaque est réduite puisqu'il n'y a plus d'interface graphique, il n'y a pas de support du 32 bits. Tout le superflu a été enlevé pour laisser justement tout ce qui est utile. Nano Server est interopérable avec les serveurs existants, c'est-à-dire que depuis les serveurs Windows Server actuels, je peux administrer Nano Server avec les consoles MMC mises à ma disposition ou avec PowerShell. Nano Server a été modifié en profondeur pour enlever vraiment tout le superflu du système d'exploitation, pour qu'il ne reste vraiment l'utile. C'est pour ça qu'il y a un système de package. Vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez sur un Nano Server, par exemple, vous ne pouvez pas déployer un MSI. Par contre, vous pourrez déployer un rôle Hyper-V, un rôle de cluster, un rôle par exemple pour le stockage, etc. Et donc les rôles et les features sont devenus des packages. Donc vous n'aurez pas un menu comme on a actuellement où on coche les rôles et les features qu'on souhaite installer. Il faudra déployer les packages à l'intérieur de Nano Server. Nano Server sans package est vraiment réduit puisqu'il ne permet pas de rendre de service. Je crois que sur l'espace disque, il va consommer 400 mégas, donc c'est vraiment un OS réduit. C'est au fur et à mesure que vous allez rajouter des packages, vous allez rajouter donc les rôles et les features à Nano Server, et vous allez rajouter donc des fonctionnalités à Nano Server. Quels sont les avantages de Nano Server ? C'est un modèle proche du zéro footprint, c'est-à-dire que Nano Server va consommer très peu d'espace, puisque les rôles et les fonctionnalités sont des options. À la base, sur Nano Server, il n'y a rien installé à part le strictement minimum, comme la gestion IP, les firewalls, tout ce qui permet d'administrer le Nano Server à distance. Les packages s'installent comme une application. Donc nous le verrons tout à l'heure au travers d'une démo. Nous pouvons installer les packages comme on le ferait pour une application. Donc un package Hyper-V par exemple. Les rôles et fonctionnalités clés pour Nano Server sont Hyper-V, le stockage, le cluster, le 2IS, le DNS et tous les aspects de développement comme ASP.NET 5. Moi je mets un petit bémol à ça. Je ne conseille pas de déployer Nano Server actuellement pour tout ce qui est Hyper-V et stockage, puisque Nano Server a plusieurs contraintes que nous verrons plus tard. Les drivers Windows sont tous supportés, donc s'il y a un driver qui sort par Windows Server 2016, il sera supporté pour Nano Server. Il faudra juste intégrer les drivers Windows
avec l'utilitaire DISM pour les intégrer à l'image NanoServer. Vous pouvez installer un antivirus et des packages optionnels, en plus de ce qui est présenté au-dessus, notamment sont disponibles des packages pour installer les agences COM ou SCVMM. Voilà, c'est ce que je viens de dire. En termes de statistiques, si on compare les mises à jour et le redémarrage requis par rapport à Windows Server 2016 avec l'interface graphique complète, en mode core ou en NanoServer, on peut voir que le nombre de patchs critiques qui va sortir pour NanoServer est vraiment réduit par rapport à un Windows Server qui est installé avec l'interface graphique complète. Pareil, vu qu'il y a moins de patchs à déployer, il y a moins de redémarrage requis, on va compter 3 redémarrages en gros par an pour un NanoServer, tandis qu'on en a 11 pour un Windows Server avec une interface graphique. Au niveau du système, en termes de drivers chargés, sur NanoServer on va en avoir à peu près 73. C'est une statistique, hein, ça dépend vraiment du serveur, mais c'est vraiment une statistique moyenne. Donc en moyenne, on va avoir 73 drivers chargés, tandis que sur un serveur en mode core, donc sans interface graphique, on va en avoir 98. Au niveau des services démarrés, NanoServer va en compter 22 de base, tandis qu'un serveur en mode core va en compter 46. Au niveau des ports ouverts, NanoServer va en compter 12 par défaut, tandis que le serveur core va en compter 31. Donc en termes de sécurité, NanoServer a moins de surface d'attaque. Au niveau de l'utilisation des ressources, de base, NanoServer va compter 21 processus qui va tourner, tandis qu'un serveur en mode core va en compter 26. Au niveau de la consommation au démarrage, on va consommer 150 IO pour démarrer sur un NanoServer, tandis qu'on va en consommer 255 sur un serveur core, puisqu'il y a il y a moins de choses à charger, donc il y a moins d'IO qui sont nécessaires. Au niveau de l'utilisation de la mémoire pour l'OS, NanoServer va consommer 61 mégas de base, tandis qu'un serveur core de base, pareil, un sans service, va en consommer 139. Évidemment, si vous rajoutez des services tels qu'Hyper-V, du stockage, du cluster, du DNS, etc., on va augmenter la consommation de la mémoire. Au niveau de l'empreinte sur disque et du temps de mise en route, Microsoft évalue le temps de configuration de NanoServer à 40 secondes, tandis que la configuration de serveur en mode core à 300 secondes. En fait, NanoServer peut être configuré au travers d'une seule ligne PowerShell. C'est pour cette raison que Microsoft évalue le paramétrage de NanoServer à si peu de temps. Au niveau de l'empreinte sur disque, donc vraiment le disque physique, NanoServer va consommer 400 mégas, tandis que Server Core va consommer 4 Go 84. Dans la réalité, j'ai jamais vu un Server Core qui consommait 4 Go 84, ce sont les statistiques Microsoft. Je pense que les 4 Go 84 concernent uniquement le système d'exploitation sans aucun service déployé. Enfin, si vous intégrez NanoServer ou le serveur core dans un disque VHD, par exemple pour une machine virtuelle, on va avoir une consommation un peu plus élevée, notamment pour les métadatas du VHD. Donc le serveur core va par exemple consommer 6 Go 3, tandis que NanoServer va consommer 410 mégas. Qu'est-ce qu'on peut installer sur NanoServer? On va pouvoir installer les fonctionnalités Hyper-V Role, Failover Clustering, les gestions de fichiers, Windows Defender pour les antivirus, les drivers OEM, donc les drivers de base que Windows Server par défaut possède. Lorsque vous déployez un Windows Server par exemple avec l'interface graphique, vous n'êtes pas obligé de les intégrer avec NanoServer, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun driver. Vous pouvez déployer du reverse forwarder pour les applications. Vous pouvez installer les drivers pour les machines virtuelles, donc Hyper-V. Vous pouvez déployer le support des containers. Vous pouvez aussi déployer le rôle DNS. Vous pouvez déployer le Desired State Configuration qui va vous permettre de dupliquer une configuration existante à travers d'un serveur source. Vous pouvez déployer le serveur de ZS. Vous pouvez déployer des agents VMM. Il n'est pas indiqué, mais il y a l'agence COM qui est disponible aussi. Vous pouvez déployer les services pour le diagnostic des performances réseau, donc le MPDS. Et enfin, le Data Center Bridging pour tout ce qui est priorisation des flux réseau, notamment pour les flux SMB. Comment on gère NanoServer? NanoServer n'a pas d'interface graphique, ne permet pas de s'authentifier.
On peut le gérer en ligne de commande à distance. On peut le gérer au travers du serveur manager. On peut le gérer à travers Hyper-V Manager par exemple s'il y a le rôle Hyper-V qui est installé. On peut le gérer par Failover Cluster Manager si il y a le rôle Failover qui est installé sur le nano serveur. On peut le gérer par les consoles MMC Perfmon, Event Viewer, toutes les consoles qui existent actuellement sur un Windows Server vont permettre d'administrer un nano serveur, notamment par exemple le Computer Management qui va permettre d'administrer les disques à distance par exemple. On va pouvoir utiliser le Server Management Tools qui est un outil dans Azure qui permet d'administrer à distance les Windows Server en général et notamment les nano serveurs. Et on va pouvoir aussi utiliser PowerShell. Nous allons maintenant passer à une démo du déploiement de nano serveur. On va utiliser donc le nano server image builder pour créer cette image nano serveur et le déployer dans une machine virtuelle. Et nous allons voir par la suite comment administrer donc ce nano serveur que je viens de déployer dans une machine virtuelle. Pour créer l'image de nano serveur, nous allons utiliser l'outil qui s'appelle nano server image builder. Lorsqu'on lance l'outil, il y a deux options disponibles. Soit on peut créer une nouvelle image de nano serveur, soit on peut intégrer cette image à un disque bootable, USB par exemple. Pour ma part, je souhaite créer donc une image de nano serveur, donc je vais choisir la première option. Sur cette page-là, on va vous indiquer qu'est-ce qu'il y a besoin pour créer donc votre image. Il faut connaître le plan RSAJP, il faut avoir les binaires de Windows Server 2016, il faut connaître le nom de la machine, il faut avoir un disque qui est facilement accessible, etc. Je vais monter donc l'image de Windows Server 2016 pour accéder aux sources de nano server. Sur l'écran suivant, je vais spécifier la lettre D concernant les sources de nano server. Vous pouvez voir d'ailleurs derrière que sur l'ISO de Windows Server 2016, il y a un nouveau répertoire qui s'appelle nano server et qui contient les sources de ce système d'exploitation. Sur l'écran suivant, on vous demande d'accepter les termes de licence, donc je vais les accepter. Ensuite, on va me demander le type de déploiement, serveur physique ou machine virtuelle. Donc moi je vais choisir machine virtuelle et je vais spécifier où est-ce que je veux que cette machine, ce fichier VHDX ou VHD soit créé. Donc vous voyez, je peux créer les deux. Si vous choisissez serveur physique, vous aurez un fichier WIM. Donc je vais choisir de le mettre dans temp et je vais créer un répertoire que je vais appeler nano server. Je vais appeler cette image NS01. Si vous choisissez de créer un fichier VHD, il faudra créer une machine virtuelle de génération 1. Si vous choisissez VHDX, il faudra une VM de génération 2. Vous pouvez mettre la taille maximale du disque VHD ou VHDX, donc je vais mettre 8 Go, et vous pouvez spécifier où seront les logs de la création de l'image. Ensuite, nano server vous précise quelles vont être les prochaines configurations, donc je clique sur Next, et je vais pouvoir choisir donc les packages disponibles. Donc là, on peut voir l'ensemble des packages qui sont disponibles pour nano server. Donc on va imaginer que par exemple sur ce serveur, je vais vouloir installer le rôle cluster, le serveur de fichiers, et pourquoi pas le Windows Server anti-malware. Vous pouvez aussi choisir l'édition de votre système d'exploitation, donc standard ou data center. Sur l'écran suivant, vous pouvez spécifier des drivers spécifiques que vous souhaitez ajouter dans l'image nano serveur. Si vous avez un serveur physique, il faudra ajouter les drivers spécifiques au matériel que vous avez. Ensuite, il va vous demander des informations concernant la machine. Donc, comment vous voulez l'appeler? Donc, je vais l'appeler NS01. Je vais spécifier un mot de passe. Et je vais spécifier la time zone. Vous pouvez choisir de joindre le domaine. Vous pouvez faire un join domaine homecode.net par exemple. Donc, ça, c'est le nom de mon domaine de lab. Ou vous pouvez rester en workgroup si vous le souhaitez. Au niveau du réseau, vous pouvez activer par défaut les règles firewall pour autoriser le WinRM et le remote PowerShell. Donc je vais le sélectionner. Vous pouvez choisir un numéro de VLAN et vous pouvez choisir de spécifier une adresse IP. Alors attention, on a remonté un bug à Microsoft avec un collègue MVP concernant un bug dans le nano server image builder. L'interface 1 correspond en fait à la loopback, tandis que l'interface 2 va correspondre à l'interface graphique qui va être ajoutée à nano server. De plus, on a remarqué que l'interface réseau n'est pas encore montée dans le système d'exploitation car nano server tente de configurer l'adresse IP. Donc, je vais spécifier l'adresse IP pour la forme,
Mais normalement, au déploiement, ça ne devrait pas fonctionner, sauf si j'ai l'effet démo qui va me prouver l'inverse. Vous pouvez ajouter des configurations avancées, donc notamment ajouter d'autres packages, des scripts à exécuter à la fin du déploiement de NanoServer, ou activer la commande, le service Emergency Management Services qui permet d'accéder au NanoServer en commande en se branchant directement derrière le serveur. Donc je vais juste créer une image basique. À la fin, on va avoir un sommaire qui va nous récapituler toutes ces informations. Et vous faites create et l'image va se créer. Ici, vous pouvez retrouver donc la commande PowerShell qui a été lancée pour créer cette image NanoServer. Donc vous voyez, quand vous connaissez la commande PowerShell, ça va très vite à configurer par rapport à un serveur standard type Core ou avec l'interface graphique. Voilà, donc la création de l'image a été terminée. Donc nous allons pouvoir voir cette image. Ah, petit bug. Nous allons pouvoir voir cette image dans NanoServer. Et voilà le fichier VHDX. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une machine virtuelle. Je vais l'appeler NS01. Je vais faire une VM de génération 2 puisque j'ai créé un fichier VHDX. Je vais mettre de la mémoire dynamique. Je vais configurer le réseau. Je vais attacher plus tard le disque virtuel quand je l'aurai copié. Et je vais créer la machine virtuelle. En attendant, je vais copier le fichier VHDX à l'emplacement de la machine virtuelle que je viens de créer. Je vais monter le disque dans la machine virtuelle. Et je veux que ce soit ce disque qui soit le premier boot de ma machine virtuelle. Donc je vais maintenant la démarrer. Voilà, NanoServer est démarré. Vous voyez, ça va très vite. Donc je vais d'abord voir si ma configuration IP a bien fonctionné, si la configuration m'a fait mentir. Tout à l'heure. Vous ferez attention, le clavier est en anglais ici. Donc ici sur cette configuration, vous voyez, je peux configurer au moins le firewall et le réseau. Donc je vais configurer la carte réseau Ethernet. Et vous voyez, donc l'image builder ne m'a pas configuré en statique la carte réseau, donc le bug existe toujours. Je vais donc configurer la carte réseau. Donc je vais faire F11. Je vais désactiver le DHCP. Et 10.10.0.35, je vais mettre le masque. Et je vais mettre la gateway. Maintenant, mon NanoServer devrait être accessible à distance. Je vais d'abord ajouter dans ma trust list de WinRM le serveur NanoServer, donc avec son adresse IP, sinon je ne pourrai pas me connecter, j'aurai une erreur. Donc je vais utiliser cette commande qui va me permettre d'ajouter donc son IP dans une trust list. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir me connecter donc à travers une session à distance PowerShell en tapant son IP et ses credentials. Donc ici, j'ai accès à mon NanoServer via le remote PowerShell. Donc si je fais hostname, je vais tomber sur NS01. Si je fais un IP config, je devrais avoir la configuration IP de mon NanoServer. Si je fais un IP config /all, j'imagine que le DNS est mal configuré aussi. Voilà. Il n'y a pas de serveur DNS configuré. On peut le faire via. Donc pour cela, je vais utiliser une commande PowerShell, un set DNS client serveur adresse. Voilà, maintenant je devrais avoir mon DNS qui est configuré. Je dois pouvoir pinguer mon domaine.
cela fonctionne. Maintenant que j'ai configuré donc le DNS, la machine elle doit être jointe au domaine, puisque dans la configuration tout à l'heure j'ai spécifié que je voulais que la machine soit jointe au domaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer ce nano serveur. Donc ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais éteindre le système d'exploitation et je vais le redémarrer. Je vais tester un compte de l'Active Directory. Et cela fonctionne, donc ma machine est bien jointe au domaine. Dans la prochaine vidéo de cette formation, nous allons voir une introduction au conteneur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.